Donc, bonjour à tous, merci d'être là aujourd'hui pour ce dernier webinaire donc, de la série des Rendez-vous Lamotabier. Je me présente, je m'appelle Galric Nogues, donc je suis responsable de la gamme fermentaire chez Lamotabier depuis la fin de l'année dernière. Et aujourd'hui, donc, on se retrouve pour parler de l'optimisation des profils aromatiques avec un état des lieux des pratiques actuelles qui permettent d'orienter les profils et les perspectives. C'est une présentation qui va s'articuler autour de 5 principaux points. Donc, tout d'abord, on aura une partie assez rapide donc qui détaillera les esters, donc les mécanismes de formation des esters. On essaiera d'aller assez vite sur cette partie-là, étant donné que c'est des mécanismes qui sont relativement connus aujourd'hui. Ensuite, on aura une partie donc plus intense et plus concentrée sur les thiols, donc notamment tous les mécanismes de révélation des thiols et des principaux points qui permettent d'orienter les profils selon différents arômes qu'on veut aller chercher. Ensuite, je m'attarderai rapidement sur quelques données récentes qui permettent de mieux comprendre aussi les profils aromatiques qu'on peut observer sur certains cépages et donc certaines données également qui nous permettent d'avoir des perspectives pour le futur, notamment le rôle des thiols dans les vins rouges. Donc, c'est une présentation qui va durer entre 30 et 35 minutes. Je vous invite, si vous avez des questions au cours de la présentation, à les poser à l'aide du chat. Je suis accompagné d'Arnaud Menson et de Laura Goulevent qui vont pouvoir répondre directement pendant la présentation. Et il y aura de toute façon un temps d'échange d'environ 10-15 minutes en fin de présentation pour pouvoir échanger sur les thématiques qui ont été abordées. Donc, je vais couper la vidéo pour se concentrer sur la présentation. Donc, comme je l'ai dit, on va commencer avec une partie donc, sur les esters, donc les esters fermentaires. Alors, voilà. Donc, les esters fermentaires, ce sont des arômes qui sont issus du métabolisme secondaire des levures, donc obtenus pendant la phase stationnaire de la fermentation, mais également une faible partie qui va être obtenue pendant la fermentation malolactique via l'activité de certaines bactéries, notamment Enococcus euni, qui va venir en fait avoir un pool enzymatique qui est capable de révéler certains esters. Ces composés vont avoir un très fort impact aromatique sur la matrice aromatique du vin, étant donné qu'ils ont une concentration très faible dans les mous et un seuil de perception également très faible, ce qui leur donne rapidement une importance majeure dans le profil aromatique global. Il en existe aujourd'hui deux types. Donc, tout d'abord, les esters éthyliques d'acide gras, qui sont bien sûr obtenus par les acides gras via la voie des sucres. Et ensuite, les esters d'acétate d'alcool supérieur, qui sont des esters qui sont obtenus cette fois par les acides aminés, voire via une autre voie, selon le schéma que je vais présenter maintenant. Donc ici, on a mis en évidence par les cercles roses la voie des sucres, qui est une première voie métabolique de production des esters, et une seconde voie qui est la voie des acides aminés. Pour faire les choses dans l'ordre, on va commencer par la voie des sucres, qui en fait correspond tout simplement aux sucres fermentés cibles du mou, qui vont être transportés dans l'espace intracellulaire de la levure, vont être dégradés ces sucres en pyruvate, puis qui vont permettre en fait de régénérer l'acétylcoenzyme, qui va venir dégrader ces acides gras et les estérifier pour la production d'esters. Esters qui vont ensuite être relargués dans le milieu extracellulaire. En parallèle de cette voie des sucres, on a la voie des acides aminés. Donc, les acides aminés vont être transportés à l'intérieur des cellules, vont être dégradés en acide kétonique, en aldéhyde, puis en alcool supérieur. Et avant leur relargage dans le milieu extracellulaire, ces alcools supérieurs vont être estérifiés également par la levure pour justement donner des esters d'acétate d'alcool supérieur. Donc, ce sont deux voies qui fonctionnent en fait de manière très synergique et qui fonctionnent entre guillemets en équilibre, étant donné qu'on peut avoir certains effets néfastes qui se produisent dans le cadre de carences. Par exemple, une carence en acides aminés va venir vraiment intensifier la voie des sucres, et notamment la dégradation des pyruvates, qui en fait, par l'acétolactate, va venir intensifier la production d'acide kétonique, qui va directement causer une importante production d'alcool supérieur. Ces alcools supérieurs vont être relargués dans le milieu de manière plus importante que s'il y a eu une bonne disponibilité en acides aminés, et va contribuer en fait à apporter un profil très lourd, une certaine lourdeur au vin, qui va au final terminer par masquer l'aromatique du vin. Donc c'est vraiment important d'avoir ces deux voies qui fonctionnent de manière vraiment synergique pour vraiment optimiser un profil aromatique ester qui va être plus net. Pour optimiser ce profil aromatique ester, on a vraiment plusieurs leviers qui se dessinent aujourd'hui. Donc tout d'abord, on a des facteurs techniques qui vont essentiellement consister en un prolongement de la phase stationnaire. C'est-à-dire que la phase stationnaire va être le moment vraiment où les levures vont produire les esters. Et l'idée, ça va être d'étirer cette phase-là via plusieurs moyens. Basse,
donc de l'ordre de moins de 50 NTU, donc plutôt une clarification assez poussée, qui va permettre en fait de mettre les levures en état de stress, donc un léger stress ici, qui va vraiment prolonger cette phase stationnaire. De même, on pourra jouer sur la température de fermentation alcoolique, avec justement une production d'ester plus importante, sur des températures de l'ordre de 16 à 17 degrés. Évidemment, une anaérobie stricte qui va permettre de travailler en milieu réducteur pour justement amener un peu plus de stress aussi. Après, il faut quand même relativiser dans ces cas-là, à ne pas amener trop de stress aux levures pour ne pas impacter la cinétique de la fermentation alcoolique. L'idée, ça va être vraiment de trouver un juste milieu entre prolonger cette phase-là et amener vraiment des problèmes de fermentation. Les autres volets sur lesquels on peut jouer, donc ce sont des facteurs plutôt œnologiques. Tout d'abord, bien sûr, la diversité phénotypique. Il y aura des levures qui vont être plus estérifiantes que d'autres, qui vont permettre d'aller révéler plus d'ester. Donc, c'est le cas chez nous, par exemple, de l'excellence STR. Et bien sûr, également, d'apporter et d'assurer surtout une bonne disponibilité en acides aminés et en sucres fermentés cibles, qui vont être directement précurseurs des alcools supérieurs et des acides gras qui vont être utilisés dans le mécanisme d'estérification par la levure. Donc, de s'assurer de la présence de ces deux composés à des teneurs permettant le bon fonctionnement. Et ensuite, l'utilisation de certains produits œnologiques qui vont pouvoir compiler ces deux fonctions-là et faciliter également la, la révélation des esters. Donc, au niveau des produits œnologiques, on a des levures sur le enfin, pardon, des formulations de produits sur le marché qui correspondent en fait à des dérivés de levure naturellement riches en acides aminés et en ergostérol. Donc, c'est vraiment les deux facteurs qui vont être importants pour la révélation des esters, étant donné que ces formulations vont apporter des acides aminés spécifiques qui vont être directement précurseurs des acétates d'alcool supérieur et des acides gras qui vont être précurseurs des esters éthyliques. Le fait d'apporter en fait tout simplement ces deux précurseurs va favoriser le fonctionnement à la fois de la voie azotée et de la voie carbonée, et donc un fonctionnement global de la production d'ester qui va être amélioré et surtout optimisé. Pour illustrer cela, on va présenter un essai qu'on a mis en place à Bergerac donc en 2017, qui visait justement à regarder l'impact d'une solution de levure inactivée riche en acides aminés et en ergostérol sur un profil aromatique ester. Donc, on a mis pour ça la STR, donc c'est notre excellence STR, qui est une levure en tant que témoin. Et ensuite, on a fait une modalité avec l'excellence STR couplée à l'utilisation d'OptiEster, donc qui s'est utilisé au début de la phase secondaire, donc à densité moins 30 à peu près. Et on voit bien qu'en fait, le profil aromatique a globalement été augmenté et qu'il n'y a pas vraiment de préférence sur un ester en particulier qui a vraiment été optimisé de manière importante. On a vraiment une égalité sur les profils, donc sur les arômes de rose, de banane, de poire, de fraise. On a vraiment une intensité globale qui a été augmentée ici de 44%. Donc ici, pour bien illustrer voilà, que les esters se comportent en fait via deux voies. Et ces deux voies fonctionnent tellement de manière synergique qu'il est important d'être vraiment vigilant sur les apports en précurseurs et veiller à un bon fonctionnement de ces deux voies-là. Donc ça, c'était pour la partie ester, donc illustré, comme je vous l'avais dit, assez rapidement pour revenir sur les mécanismes de formation et du profil aromatique global des esters. Maintenant, on va passer sur la partie donc, qui va être un peu plus dense sur les thiols variétaux et donc les moyens d'optimiser les thiols variétaux. Donc les thiols aujourd'hui, on a trois principaux qui sont connus, le 4-MMP, le 3-MH et la 3-MH. Donc ces trois thiols présentent des arômes différents. Le 4-MMP va être plutôt sur le buis, le genêt, tandis que le 3-MH et la 3-MH vont être vraiment sur des notes de fruits tropicaux, d'agrumes, de zeste d'agrumes. Donc c'est ces thiols-là qui vont avoir un impact extrêmement important dans les profils aromatiques pour caractériser certains vins. Donc là, c'est pour présenter le mécanisme de révélation des thiols. On va le prendre dans l'ordre. Tout d'abord, dans le mou de raisin, il y a des précurseurs de thiols qui sont présents à l'état combiné à la cystéine ou au glutathion, donc du 6,3-MH, 6,4-MMP, G3-MH, G4-MMP, qui sont les précurseurs de tous ces thiols-là, qui peuvent être combinés à deux différentes molécules. Et donc ces précurseurs-là, au cours de la fermentation alcoolique, vont être clivés enzymatiquement par l'action de la bêta-lyase, qui est donc une enzyme d'origine levurienne, ce qui va amener en fait la révélation du 4-MMP et du 3-MH. Il y aura environ 10 à 15% des précurseurs pendant la fermentation qui va être traduite, et notamment le 3-MH va pouvoir être acétylé, donc là ce sera moins de 5% du 3-MH qui va être acétylé en A3-MH, et ça ce sera une action purement de la levure. Donc la levure ici va vraiment prendre son sens, dans le sens où elle va dégrader ces précurseurs en thiol et ensuite venir acétyler une partie de ces thiols-là en un thiol plus complexe.
qui permettra un arôme différent. Ça, c'est la voie principale, donc la révélation d'éthiols via les précurseurs. On a également une seconde voie, qu'on appelle la voie du 2-hexanal, qui est en fait un aldéhyde présent dans les mous et qui résulte d'une oxydation de certains alcools, et qui va en fait donc être présent via l'oxydation, comme je viens de le dire, et pendant la fermentation, une des enzymes de la levure qui s'appelle la glutathion S-transférase va venir transformer cet hexanal et le combiner à un précurseur de glutathion. On va former tout simplement un composé thiol avec un précurseur de glutathion qui va pouvoir ensuite être dégradé par la levure et ensuite donner du 3-MH et ensuite de la 3-MH si ce composé-là est ensuite acétylé. Donc c'est vraiment un mécanisme complexe et complet avec notamment certains précurseurs, des différences de révélation, étant donné que les précurseurs cystéinylés vont être clivés préférentiellement au début de la fermentation, tandis que les précurseurs au glutathion vont subir une série de réductions qu'on appelle endopeptidase, pour en fait se débarrasser tout simplement de l'acide glutamique et de la glycine, qui sont en fait les deux autres acides aminés avec la cystéine qui composent le glutathion. Donc tout simplement passer d'un composé précurseur un petit peu complexe à un composé précurseur plutôt simple, type cystéine, qui va ensuite être révélé. Donc maintenant qu'on a compris le mécanisme de révélation des thiols, on va s'intéresser à tous les leviers, que ce soit à la vigne, au pressurage, ou pendant la fermentation alcoolique, qui permettent d'aller révéler justement ces thiols-là en plus grande intensité et de permettre une meilleure révélation. Donc le premier levier sur lequel on peut appuyer se situe à la vigne, avec la pulvérisation d'azote foliar et de soufre, donc au moment du stade de la véraison, étant donné que la véraison est euh, pardon, le seul stade végétal de la plante qui permet en fait de ne pas affecter la vigueur, c'est-à-dire que ce qu'on va apporter en azote et en soufre va vraiment alors, va vraiment se retrouver dans les baies et ne va pas servir à créer des tiges ni des feuilles. Donc l'idée du couplage de soufre et d'azote à ce moment-là va en fait stimuler la production de cystéine, qui est un acide aminé qui permet le transport du soufre. Donc c'est vraiment un transporteur préférentiel de soufre dans la plante. Et donc l'action d'apporter de l'azote à ce moment-là va tout simplement augmenter la concentration en azote assimilable dans le mou et par conséquent l'augmentation en tant que précurseur thiolé. Donc c'est très bien visible sur ce graphique qui est issu d'une publication de Thierry Dufour en 2005, qui en fait visait à comparer la concentration de certains mous de contrôle, donc des mous qui n'avaient pas été pulvérisés, avec de l'azote foliaire, donc d'établir leur concentration en azote assimilable, et ensuite de comparer cette concentration-là à un ratio molaire en 3MH et en A3MH, donc deux principaux thiols, et donc le ratio de ces thiols-là par rapport aux parcelles qui ont été traitées sur des parcelles qui n'ont pas été traitées. Donc si on le prend à l'envers, on voit bien que quand le ratio se rapproche de 1, on a en fait des parcelles correspondantes qui sont plutôt chargées, enfin on aura des mous qui sont plutôt chargés en azote assimilable, ce qui traduit en fait une corrélation très forte entre l'importance de l'azote assimilable dans les baies et une concentration plus importante en 3MH et en A3MH. Donc en fait, l'azote foliaire va permettre directement d'influencer sur le taux d'azote qu'on va retrouver dans les mous et donc la richesse en précurseurs de thiol. Ces précurseurs de thiol, ils sont présents dans plusieurs endroits dans la pellicule et dans la pulpe. Et en fait, on peut simplifier de manière générale en disant que les précurseurs de 3MH sont plutôt contenus dans la pulpe et dans la pellicule, à des teneurs qui sont plutôt proches, tandis que les précurseurs de 4-MMP vont être vraiment accrochés à des jus de pellicule et présents vraiment de manière spécifique dans la pellicule. Donc à partir de là, on a des leviers qui se mettent en évidence sur justement l'extraction de ces composés pelliculaires ou de pulpe, et donc l'orientation du profil de pressurage pour aller chercher plutôt l'un, plutôt l'autre, ou plutôt les deux. Donc d'abord, on peut commencer tout simplement au moment du pressurage, avec justement une manière de piloter l'extraction au plus juste, en utilisant certains indices d'extraction pelliculaire. Donc aujourd'hui, on en a trois qui sont facilement utilisables dans le cadre d'une structure. Donc on a l'ICM qui s'orientera plutôt vers les rosés, qui va vraiment caractériser au niveau de la couleur l'extraction des polyphénols. Et donc, quand on aura une teinte qui va devenir un peu trop importante, c'est tout simplement qu'on sera en train d'extraire les composés pelliculaires. De même, on peut suivre aussi l'extraction avec la conductimétrie ou le suivi du pH, qui en fait sont étroitement liés, étant donné qu'on suit ici l'extraction en ions potassium qui sont présents dans la pellicule et qui vont permettre en fait de faire un suivi de conductimétrie ou bien de pH au fur et à mesure du pressurage. Et donc, quand on aura une augmentation de l'un ou de l'autre, on saura
à quel niveau d'extraction pelliculaire on se situe, sachant qu'il y aura une saute de pH au moment où le pressurage va commencer à rentrer dans la pellicule. Suite à ça, on va pouvoir donc fractionner nos jus, avoir différents lots et orienter certains profils. C'est-à-dire qu'une extraction légère va plutôt permettre d'aller chercher des précurseurs de 3MH qui permettront en fait d'avoir un profil plutôt agrumes, thiol, pamplemousse, etc. Tandis qu'une extraction plus poussée permettra d'aller chercher du 4-MMP qui va être bien sûr plus porté sur le côté végétal, le côté buis. Donc après, c'est la discrétion du vigneron aussi de faire différents lots, d'aller chercher différents composés, étant donné qu'on a une cave qui va du coup se multiplier en termes de lots, et donc un travail plus intense sur la vinification. Suite au pressurage, donc on passe par l'étape de collage des mous. Donc on a au moment du pressurage une libération d'acide caftarique qui, par le biais de la présence d'oxygène et de polyphénol oxydase, va pouvoir se condenser en quinone de l'acide caftarique. Dans le meilleur des cas, entre guillemets, cette quinone va se lier avec le glutathion en solution, donc le GSH, pour former un composé qui s'appelle le GRP, qui est un composé inodore et incolore en solution, et en fait va pour l'instant bloquer le mécanisme oxydatif. Dans des cas un peu plus entre guillemets avérés, cette quinone va pouvoir se condenser de manière plus importante jusqu'à construire en fait un produit de condensation qui va tout simplement amener un brunissement et une perte d'aromatique, notamment certains composés comme le catéchine et l'épicatéchine. Je ne vais pas forcément m'attarder sur le collage sur mou, puisqu'il y a eu un webinaire il y a 2 jours réalisé par Arnaud Melson qui traitait du sujet de manière très détaillée. Donc, je vous propose de le visionner pour vraiment avoir une vision précise sur le collage des mous. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que justement, pour éviter ce mécanisme-là, on pourra coller sur mou directement après pressurage pour éliminer ces polyphénols donc, qui sont oxydés ou oxydables et permettre en fait une meilleure netteté aromatique et une meilleure stabilité face à l'oxydation, étant donné qu'on va limiter justement la production de ces GRP, qui sont en fait des pièges à glutathion et qui vont limiter notre potentiel antioxydant pour la suite de la vinification. Donc un collage sur mou va vraiment amener un plus, non pas en intensité aromatique, mais vraiment en sécurité aromatique et en stabilité. Ensuite, on peut utiliser le levier donc, des macérations. Donc, on a 2 types de macérations principaux aujourd'hui. Nous avons la macération pelliculaire à froid, donc qui va se situer, elle, plutôt en amont du pressurage, et qui présente vraiment des effets, entre guillemets, «antagonistes» à la stabilisation sur bourbe, qui vont vraiment avoir deux profils complètement différents. C'est-à-dire par la macération pelliculaire, qui est plutôt une pratique peu coûteuse et pratique à mettre en place, on va limiter l'extraction des thiols variétaux, mais on va surtout aller chercher une meilleure production d'ester, étant donné qu'on va extraire la bêta-damascénone des pellicules de raisin, qui est en fait au-delà d'une molécule aromatique sous l'arôme de rose, et vraiment un booster d'arôme et va être support aromatique pour les autres esters. Le pendant de cette pratique, c'est qu'on va avoir une teneur en polyphénol qui va être un peu plus importante, due notamment à la macération pelliculaire, et une amertume peut-être plus marquée. Quand on passe à une stabilisation sur bourbe, donc là c'est ce qu'on va réaliser après un pressurage, on va bien sûr avoir un coût qui va être plus important, étant donné qu'on va immobiliser du mou entre 4 et 5 degrés pendant quelques jours. Donc en termes de frigorie, ça peut compter. Mais en revanche, on aura vraiment une augmentation en tioles variétaux qui va être très significative, étant donné qu'on va favoriser la voie du 2-hexanal et donc la présence de composés précurseurs au 3MH, donc plutôt fruits tropicaux, mousse et agrumes. Donc deux pratiques vraiment différentes pour deux profils opposés, si je puis dire. Ensuite, on a la thermovinification, qui est un outil aujourd'hui qui se répand, qui est de plus en plus utilisé sur rouge, et dont les premiers cas commencent à se montrer sur blanc. Donc en fait, tout simplement, la thermovinification sur blanc, qu'on appelle aussi cracking, va être très, très intéressante du point de vue organoleptique, étant donné qu'on va augmenter la teneur en thiol et en terpènes, donc un enrichissement en ces molécules-là. On va également libérer une fraction importante de l'acide tartrique qui est contenu dans les bourbes, qui va être à l'origine d'une meilleure acidité, d'une meilleure sensation de fraîcheur, et également une meilleure complexité aromatique. Le fait d'utiliser la chaleur va permettre de gommer certains caractères, donc notamment le caractère végétal, et également d'éliminer des teneurs en géosmine résiduelles dû à la chaleur. Également, cette chaleur va permettre de dénaturer les enzymes de la case, donc de botrytis, et d'augmenter la stabilité protéique. Étant donné que les protéines instables sont plutôt thermosensibles, le fait de porter les températures de mou jusqu'à 60, 65, voire 70 degrés va permettre vraiment de dénaturer ces protéines-là et d'obtenir une meilleure stabilité protéique.
Quelques inconvénients par contre, on aura souvent une oxydation qui sera à l'origine d'une couleur jaune, donc qui impliquera peut-être un collage un peu plus important ensuite sur mou et on aura souvent une amertume, voilà, qui peut se révéler aussi, heu, de par justement le relargage de certains composés contenus dans les bourbes, qui va causer une amertume et une astringence. Donc ça pourra être éliminé par un collage en en suivant. Également, le coût de l'installation, qui est à prendre en compte dans ce cas de figure. On se rapproche doucement de la fermentation alcoolique. Donc la fermentation alcoolique et juste avant, on peut s'appuyer sur le levier des levures inactivées. Donc les levures inactivées aujourd'hui, c'est des thématiques qui sont, en première ligne en œnologie, donc avec, certaines applications. Donc nous, chez la Motabier, on a 2 applications qu'on a pu distinguer, donc la révélation aromatique avec notamment le tilleul et la protection aromatique avec l'Aroma Protect. Donc si on regarde les graphiques ici, en fait, c'est vraiment la teneur en glutathion qui va déterminer l'utilisation du produit, dans le sens où une faible concentration en glutathion, mais plutôt une bonne concentration en composés réducteurs, va permettre plutôt d'optimiser la production de thiol de par la nutrition de la levure et donc vraiment de stimuler la production de thiol. Dans l'autre cas de figure, on aura une concentration en glutathion qui va être plus élevée, qui va surtout en fait permettre d'amener un meilleur potentiel antioxydant sur la conservation des arômes. Donc c'est illustré par, cet essai qui nous date de 2016, qu'on avait mis en place. Donc pour déterminer en fait l'intensité aromatique dans le cadre d'une utilisation de l'Optitiol ou de l'Aroma Protect, donc selon le moment d'application en fait. On se situe aux mêmes doses ici de 30 grammes hectolitres, donc que ce soit pour l'Aroma Protect ou pour l'Optitiol. Et en fait, ce qu'on a fait varier, enfin ce qu'on a pris en compte, c'était la mise en place, donc l'application, avant la fermentation alcoolique. On se rend bien compte qu'avec Optitiol, donc la formulation qui était plutôt riche en composés réducteurs, on a une intensité aromatique qui est beaucoup plus élevée que dans le cas de l'Aroma Protect, qui du coup, voilà, montre un intérêt moindre dans le cadre d'une utilisation en préfermentation alcoolique. Pour aller plus loin, donc on a précédemment vu le moment d'application qui était important. On peut aussi se pencher sur le facteur dose. Donc en ce qui concerne le tilleul, on a pris dans cet essai le tilleul utilisé donc à dose de 15 grammes hecto et de 30 grammes hecto, toujours au moment de la préfermentation alcoolique. Et on se rend compte que tout simplement, en doublant la dose, on a une intensité qui est également doublée. Si on regarde purement le moment d'application pour une même dose d'optitiol, que ce soit optitiol en préfermentation alcoolique ou pendant la fermentation alcoolique, on se rend compte qu'en pré-FA, on aura vraiment une meilleure réponse du produit, puisque c'est vraiment dans les premiers instants de la fermentation alcoolique que les thiols vont être produits. Donc c'est vraiment le moment d'application qui va être déterminant ici, qui va permettre de venir vraiment intensifier cette révélation des thiols. Également, un des derniers leviers, on a également l'emploi des enzymes, donc des enzymes pectolytiques spécifiques qui vont avoir une activité d'étaliase importante. Donc chez la Motabier, nous, ça va être le nosintiol qu'on préconise et qui en fait va permettre de moduler les profils dans le sens où si on utilise justement ces enzymes-là pendant la fermentation alcoolique, on va pouvoir libérer du 4-MMP et du 3-MH qui sera potentiellement acétylé en du 3-MH pendant la fermentation alcoolique par la levure. Dans le cas où on veut l'utiliser plutôt en élevage, voire même juste avant la mise en bouteille, pour apporter un peu plus de fraîcheur et entre guillemets, une dernière révélation aromatique avant la relâche sur le marché, on aura une production de 4-MMP et de 3-MH, mais pas d'A3-MH ici. Donc ici, on aura un clivage, voilà, enzymatique classique. On, en fait, on reproduit l'action de la levure. Enfin, pour illustrer donc ce que je viens de dire en termes de concentration en glutathion et d'activité enzymatique, ça, c'est un essai qu'on a mis en place donc, dans la Loire en 2019 sur du Sauvignon blanc. Donc, il y avait un témoin qui avait été traité avec une solution riche en glutathion, donc purement pour son aspect conservation. On avait mis en face donc, une utilisation de nosintiol en fermentation alcoolique et également une modalité double, donc le nosintiol couplé à l'utilisation d'optitiol. Il y a eu donc deux analyses de fait, une analyse juste après la fermentation alcoolique et une analyse après 3 mois d'élevage. Donc l'idée, c'était de voir en fait l'évolution des teneurs et donc de l'intensité aromatique euh, selon la conservation. Et ce qui a été intéressant, en fait, c'est qu'il y a eu un accident de conservation dans le sens où la modalité nosintiol a fait un séjour en garde de vin et où la chambre à air était défaillante. Donc, on a eu de suite en fait un intérêt, euh, un impact très fort sur la conservation, étant donné que le potentiel aromatique s'est effondré. Et ça, c'est vraiment visible par le fait que la concentration en glutathion de l'onosimtiol est complètement nulle. En fait. Il n'y a pas de glutathion en onosimtiol, ce qui implique en fait une conservation qui est
qui a besoin d'être vraiment regardé de près et un inertage vraiment important. Dans le cadre de la modalité double nosine-thiol et optithiol, on a eu quand même une meilleure révélation aromatique, on monte à 140 d'intensité aromatique, et le tithiol, donc qui contient aussi une fraction de glutathion, a permis de bien conserver l'aromatique durant l'élevage. Et si on se penche sur le témoin, donc, qui était riche en glutathion, on a une révélation aromatique moindre, étant donné qu'on a une richesse en composés réducteurs qui est plus réduite, mais par contre, on a une bonne conservation aromatique également sur l'élevage. Voilà pour illustrer les applications et les différents points à prendre en compte pour la conservation des profils aromatiques thiol. Maintenant, on va se pencher sur des données récentes. Donc, comme j'ai présenté, on avait trois principaux thiols, plutôt le 4-MMP, 3MH et A3MH. Mais il se trouve qu'aujourd'hui, on arrive à en doser davantage dans le laboratoire. Donc, on a tout d'abord le FFT, qui est le 2-furane méthanthiol, qui en fait résulte de la condensation du H2S avec le furfural et le méthylfurfural qui est présent dans les barriques, la combustion des bois, donc ce soit barrique ou bois pour l'onologie. Il y a un autre thiol qui nous intéresse encore plus, qui est le BMT, donc le benzène méthanthiol, et qui vraiment a des propriétés intéressantes, dans le sens où il va avoir un seuil de perception extrêmement bas, de l'ordre de 0,3 nanogrammes par litre. Donc c'est un des seuils de perception les plus bas qu'on puisse trouver aujourd'hui dans les thiols, avec une concentration moyenne dans les mous d'environ 20 nanogrammes par litre. Donc c'est un thiol qui présente des notes empyromatiques de pierre à fusil, donc une très forte minéralité, et qui, dès qu'il va être présent tout simplement, va avoir un impact extrêmement fort sur le profil aromatique. Et donc on s'est on s'est posé la question éventuellement de la présence de précurseurs spécifiques de BNT, qui en fait pourraient être corrélés tout simplement corrélés à un caractère phénotypique de certaines levures. Donc c'est le cas de ce qu'on a mis en place en Italie. Ça, c'est un essai sur Cortese, qui est un cépage blanc italien plutôt thiolé. C'est un essai qu'on a mis en place l'an dernier, qui à la base se voulait tout simplement un essai pour caractériser nos levures, comprendre un peu les différences de profil entre la FTH et la TXL, et également le couplage de ces levures-là avec l'utilisation de d'optithiol. Et ce qui est également apparu intéressant dans cet essai, c'est que notre levure FTH était productrice de BMT, ce n'était pas la TXL. Donc ça pourrait expliquer la très forte différence de profil entre ces deux levures, donc la FTH qui va être plutôt vive, minérale, et la TXL qui va vraiment être, elle, plutôt ronde, plutôt sur les arômes de fruits tropicaux et apporter un peu de gras. Donc pour conclure tout ce qu'on vient de voir, ce qui était assez dense et nombreux, on va reprendre en fait le contenu de cette présentation via un schéma bilan, donc un itinéraire technique type assez simplifié, mais qui reprend certaines pratiques qui permettent d'orienter les profils. Donc pour se situer au commencement, on va au stade de la véraison pouvoir appuyer sur l'azote foliaire, donc plage d'azote avec du soufre qui va permettre la stimulation de la synthèse de cystéine, et donc l'enrichissement en précurseurs et en azote assimilable du mou. Ensuite, bien sûr, il y aura l'étape de la récolte. À ce stade-là, on peut mettre en place une macération pelliculaire à froid qui va permettre la production de thiols végétaux, donc plutôt caractère 4-MMP, plutôt un profil végétal. À l'issue du pressurage, on aura le choix pendant le pressurage, donc dû au fractionnement des jus, de pouvoir orienter les profils, la possibilité d'aller plutôt sur une extraction légère, donc pour extraire du jus pulpe, des thiols plutôt agrumes, ou alors d'essayer de pousser un peu l'extraction pour aller chercher donc des composés pelliculaires, donc du jus de pellicule, notamment du 4-MMP. Donc, qui s'accompagnera bien sûr d'un enrichissement du milieu en polyphénol, qui pourra être gommé ensuite par le collage sur mou. Et dans le cadre des presses, on aura bien sûr une augmentation globale, puisque tous les précurseurs seront à peu près présents dans les presses. Avant de passer à l'étape du collage, on peut utiliser les bénéfices du cracking, comme on l'a vu précédemment, notamment pour la stabilité protéique et pour l'augmentation justement des concentrations en thiol type agrumes. Ensuite, on aura donc le collage sur mou, avec les produits de notre gamme GainFine par exemple. Et dans le cadre des presses, un bentonitage qui sera recommandé pour éliminer justement la stabilité protéique qui peut être bien plus importante sur presse que sur mou. À l'issue donc de ce collage sur mou qui va permettre une meilleure netteté aromatique et une meilleure préservation des arômes, on aura le débourbage et on pourra également stabuler des bourbes à froid pendant quelques jours pour favoriser la voie du 2-hexanal et donc l'oxydation de certains alcools pour former de l'hexanal qui va ensuite être lié au glutathion pendant la fermentation alcoolique pour créer des précurseurs. Donc cette stabulation à froid va permettre vraiment d'orienter sur un profil thiol agrume vraiment typé pamplemousse. Et donc on arrive à un mou, à ce stade-là qu'on aura déjà pu travailler vers un profil ou vers un autre,
qui sera en fait prêt pour la fermentation alcoolique. Fermentation alcoolique, on a vu qu'il y avait différentes applications de certains produits, donc les levures inactivées riches plutôt en composés réducteurs et non pas en glutathion, vont venir se positionner vraiment en pré-fermentation alcoolique pour optimiser de manière vraiment importante cette production de thiol. On pourrait également utiliser l'utilisation d'enzymes spécifiques, donc type enosyme thiol. Et ces deux produits vont permettre l'augmentation globale thiol, dans le sens où elles vont libérer des précurseurs de 3-MH et de 4-MMP, et en fait qui seront ensuite potentiellement acétylés par la levure. Donc vraiment un profil global thiol. Ensuite vient le facteur levure, donc l'excellence FTH par exemple pour un profil plus vif, une excellence TXL pour un profil plutôt rond, plutôt fruits tropicaux. Et si on veut partir sur un profil plutôt ester, on aura l'excellence STR avec des produits comme l'oxyester qui sont en fait riches en acides aminés et en ergostérol. Donc là, dans le cadre d'un profil ester, on aura tout intérêt à essayer de tirer cette phase stationnaire pour essayer d'étendre justement la durée dans laquelle les esters vont être produits. Et en fin de SA, on recommande donc l'utilisation d'un produit qui sera plutôt riche en glutathion, qui va permettre en fait non pas de révéler forcément des arômes, mais vraiment d'enrichir la solution en glutathion et de venir protéger de l'oxydation le vin. Et ensuite, au cours de l'élevage, donc on pourra positionner l'utilisation d'enzymes, nos thiol par exemple, pour révéler cette fois-ci du 3-MH et du 4-MMP. On n'aura pas de production de 3-MH à ce stade, mais ça peut être une bonne option aussi pour redonner une certaine fraîcheur au vin juste avant leur remise en marché. Donc ça, c'est un produit qu'on peut positionner dès la fin de la FA jusqu'à juste avant l'embouteillage, selon les attentes et les objectifs de production. Également, l'élevage sous bois. Donc l'élevage sous bois va permettre l'élevage sous bois va permettre de favoriser la production de thiol, donc le FFT, va se condenser avec le méthylfurfural et le furfural. Donc pour conclure cette présentation et ouvrir sur certaines perspectives qu'on a chez Amotabier, on va se baser en fait sur une étude qui a été présentée fin 2019, donc qui est assez récente, qui nous vient d'Australie. Donc c'est le centre de recherche de l'œnologie australienne, qui est un centre qui fonctionne par financement participatif de la part des vignerons. Et en fait, ils se sont aperçus en dosant une centaine de vins présents sur le marché, donc des vins rouges, que ces vins-là présentaient des concentrations en thiol assez intéressantes, voire même importantes, si on se place dans le cadre du Pinot Noir, avec des concentrations qui atteignent les 800 nanogrammes par litre. D'où l'intérêt en fait d'aller plus loin dans le profil thiol, notamment pour le Syrah, le Cabernet Sauvignon, le Merlot et le Pinot Noir. Également le Grenache, qui a un spectre plutôt varié, mais avec des concentrations importantes. Donc ce qui a été fait au terme de ces dosages et de cette observation, on a en fait, ils ont tout simplement relevé Pinot Noir, Grenache, Cabernet Sauvignon comme étant plutôt riches en 3-MH et en A3-MH. Et ensuite, on avait le Shiraz qui était plutôt à part, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas décelé d'A3-MH dans les moules Shiraz. Et en fait, on a pris le parti d'aller enrichir ces vins-là avec des concentrations croissantes en 3-MH, en 3-MH et en A3-MH, et ensuite des concentrations encore plus importantes en 3-MH et en A3-MH. En ce qui concerne le Syrah, des concentrations croissantes en fait par palier de 3-MH. Et donc ces vins-là, toutes ces modalités ont été, ont été proposées à un panel de dégustateurs donc qui ont dégusté ces vins-là. Il est apparu comme résultat des différences vraiment significatives entre les modalités, avec une forte préférence pour les modalités en fait, qui avaient une concentration en thiol qui avait été augmentée. En fait, il y a une meilleure révélation du fruit rouge, une meilleure fraîcheur et vraiment un profil global plus fruité, plus intéressant pour ces dégustateurs. Donc nous, c'est quelque chose qu'on avait déjà observé de manière empirique sur le terrain, avec des clients qui utilisent aussi le nosing thiol justement sur rouge pour aller révéler un peu de fruits. Et on a commencé à mettre en place des essais aussi en interne pour justement caractériser cela. Et donc, ça donne des bonnes perspectives, notamment pour peut-être une formulation spécifique destinée au rouge pour aller chercher plus de 3-MH. Et également des questions qu'on se pose sur la fermentation de pinot noir avec des levures donc de blanc et rosé productrices de thiol. Étant donné que le pinot noir présente une matrice assez proche des vins blancs et rosés, on peut imaginer que ça peut être des axes sur lesquels on peut progresser et on peut aller voir. Voilà pour cette présentation. Donc, je vous remercie pour votre attention. Je suis disponible par email pour échanger si vous avez besoin. Et on va donc maintenant passer aux questions. Je reprends le chat. Je vais mettre la webcam aussi.
Alors, des questions. Emmanuel, quelle turbidité de débourbage ça saute. Quelle turbidité de débourbage pour un profil thiol? Alors ça a été, bien répondu par Petros. C'est vrai qu'elle est turbidité entre 150 et 200, voire même plutôt 550 dans le cadre de Sauvignon blanc, vont permettre d'aller chercher des thiols, étant donné qu'une turbidité permet en fait un bon fonctionnement de la levure, dans le sens où une faible turbidité va causer un état de stress. Donc les levures, au début de la fermentation, vont être en phase de multiplication. Donc l'idée, ça va être de ne pas les stresser, mais justement de les mettre en bonnes conditions pour produire des thiols. Donc l'idée, ce sera vraiment de rester sur des turbidités de l'ordre de 100 à 150 sur mou. Une question de Petros. On peut synthétiser la cystéine dans chaque cépage par pulvérisation NS? Alors la réponse est oui, puisque ça va être une réponse globale de la vigne en fait à une stimulation d'azote foliaire. On avait raison. Après, bien sûr, cette cystéine va s'accompagner d'une réponse plus ou moins importante en fonction du facteur cépage, qui sera visible. Alors, une question de Manuela. Est-ce que Enosine-thiol a aussi un effet sur la clarification ou faut-il utiliser une enzyme de clarification? Alors, c'est une très bonne question et en effet, il faut utiliser une enzyme de clarification puisque Enosine-thiol a été sélectionné selon des enzymes spécifiques qui sont purifiées pour leur activité bêta-lyase. Donc, il y aura bien sûr des enzymes pectolytiques présentes dans Enosine-thiol, mais qui ne suffiront pas à obtenir une bonne clarification. Donc, effectivement, le coupler à une autre enzyme de clarification est une chose à faire pour assurer la clarification des mots. Alors, on a une question de Marco L. Est-ce que c'est quels sont les descripteurs j'arrive pas à lire les questions. Quels sont les principaux descripteurs aromatiques des thiols principaux dans la matrice du vin rouge? Donc on va être sur des thiols justement, qui ne vont pas du tout être sur des fruits mûrs, on va être vraiment sur des arômes de fraises, heu, des arômes de fraises, de fruits frais, de framboises, donc vraiment des fruits rouges, légers qui viennent vraiment, apporter cette impression de fraîcheur dans le rouge et on va pas tomber du tout dans un profil plutôt mûr, plutôt concentré. Un collage précoce au débourbage est-il compatible avec une macération de bourbe après le débourbage? Alors oui, tout à fait, je vois pas de souci à justement coller, au moment du débourbage puisqu'après de toute façon on sépare les bourbes, donc on pourra faire une macération uniquement de bourbe aussi. Après le risque dans ces cas-là, c'est que les bourbes étant quand même, souvent, aptes à partir rapidement en fermentation, il faudra avoir un œil vraiment, comment dire? À aiguisé sur le contrôle de ces bourbes-là. Une question de Petros: «Le sauvignon blanc le plus riche en tilleuls variétaux, comment on explique ça?» Alors ça, c'est vraiment un facteur cépage, c'est-à-dire que ça va être tout simplement une variété qui va, qui va vraiment, être plus riche, donc avec des baies qui sont plus concentrées en précurseurs de tilleul que d'autres cépages, thiolés. Donc c'est vraiment le sauvignon blanc qui se démarque à ce niveau-là. Donc là, on est purement sur un facteur cépage. François Xavier: «Avez-vous des résultats d'essais sur les profils thiol sur chardonnay?» Alors, il me semble que oui, on en a. On doit avoir des essais bien sûr faits en Bourgogne. Donc ça, je pourrais, peut-être en privé par mail, échanger avec vous sur le sujet et vous faire passer certaines informations. Une question de Seboro: «Avez-vous des solutions pour les problèmes de perte de tilleul à cause des traitements en cuivre?» Alors, le pendant du cuivre, c'est vrai que c'est une problématique et une thématique qui est actuelle, dans le sens où des concentrations en cuivre trop importantes vont impacter les cinétiques de fermentation et notamment la multiplication des levures. Donc forcément, à ce stade, on aura des concentrations en tilleul qui vont être réduites puisque les levures étant stressées au début, on aura déjà, une perte aromatique. Heu, Par contre, les solutions en traitement en cuivre, à part, justement, des traitements, anti-cuivre pour éviter ces problèmes-là, aujourd'hui, on n'a pas vraiment de réponse à apporter si ce n'est, voilà, dans le cadre où il y a du cuivre et donc on aurait déjà une production de tilleul plutôt réduite, s'assurer vraiment d'un inertage rigoureux et d'une protection antioxydante. Essayer de conserver ce potentiel qui sera certes réduit, mais voilà, l'idée de vraiment conserver malgré tout ce profil-là. Philippe F: «Peut-on orienter le profil vers un certain type d'ester?»
Alors, la réponse est oui, avec certaines souches de levure, tout simplement, ou des macérations, préfermentaires à froid qui permettront en fait, simplement certaines concentrations certaines concentrations en en composés, pardon, je reviens vers vous, et qui permettront justement d'orienter plutôt fruits rouges. Donc c'est type vin Beaujolais en fait avec des turbidités et des températures de fermentation un peu plus basses, de l'ordre des 16 degrés. Donc là, on aura plutôt du fruit rouge, donc notamment de la fraise qui va être exprimée. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, alors, heu, j'arrive. Alors Manon, dans le schéma bilan itinéraire technique de production des tilleuls, le chauffage des jus arrive après le pressurage, donc chauffage du nid. Peut-il être envisagé de faire une thermo totale sur jus et raisin dans l'optique d'augmenter son potentiel tilleul? Alors la réponse serait oui, en fait, une thermo classique tout simplement en préférant avant le pressurage. Sur blanc, le problème, c'est que je pense qu'on extrairait en fait, des composés pelliculaires de manière extrêmement importante et on aurait une amertume et une couleur jaune qui serait vraiment, très, très compliqué à gérer pour la suite. Donc c'est pour ça que c'est mieux peut-être mieux de chauffer des moules blancs pour justement limiter ce côté-là et non pas se risquer à à thermochauffer justement des baies entières qui vont amener beaucoup trop d'amertume et qui seront donc difficiles à clarifier par la suite. Vu que la macération carbonique peut aussi avoir une incidence, tout à fait, étant donné qu'on va extraire des composés pelliculaires. Voilà. Bon, je pense qu'on a fait le tour des questions. Je vous remercie encore une fois pour votre attention.